Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de stress post-traumatique suite à des traumatismes qu'on a pu vivre dans l'enfance, notamment quand on a subi des violences sexuelles ou l'inceste. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement courant chez les victimes de violences sexuelles dans l'enfance et qui est souvent très difficile à vivre une fois adulte et qui perdure dans le temps. Donc d'après Muriel Samona, et dans son livre du coup Les violences sexuelles, les 40 questions-réponses incontournables que je vous conseille vraiment. Donc elle estime qu'on retrouve un état de stress post-traumatique dans 87% des cas de violences sexuelles dans l'enfance et on approche les 100% dans les cas d'inceste. C'est donc une conséquence courante chez les victimes. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à en parler parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui touche la grande majorité des victimes de violences sexuelles dans l'enfance et surtout les victimes d'inceste. Donc bonjour, je suis Marie, donc je suis une survivante des violences sexuelles et de l'inceste et je suis devenue coach. J'accompagne aujourd'hui les victimes de violences sexuelles pour qu'elles puissent devenir actrices de leur vie. Et je suis également militante féministe et enfantiste parce que mon expérience durant toutes ces années où il a fallu que je me batte, d'abord pour survivre et ensuite pour vivre, tout simplement, ça m'a permis d'apprendre quand même beaucoup de choses, d'expérimenter beaucoup de choses, même au niveau thérapeutique. Et suite à ça, je me suis également formée bien évidemment à différentes méthodes de coaching et de thérapie pour pouvoir vous accompagner du mieux possible sur ce chemin pour que vous puissiez donc redevenir actrice de votre vie. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'introduction, on va donc parler de stress post-traumatique lié au traumatisme de l'enfance. Donc je vais vous lire la définition que donne Muriel Salmona du stress post-traumatique, qui est du coup, je vous rappelle, dans ce livre. Je vous remettrai le livre en fait dans la description si ça vous intéresse. Les violences sexuelles sont donc particulièrement traumatisantes sur le plan psychologique et neurologique. Et elles sont à l'origine de chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents. Ce sont les violences qui ont le plus grand potentiel traumatisant en dehors des tortures. Le risque de développer un état de stress post-traumatique défini par l'association de symptômes intrusifs, de conduite d'évitement et de symptômes d'hyperactivité neurovégétative est donc particulièrement élevé dans le cas de violences sexuelles et plus encore en cas de viol, d'inceste et de violences sexuelles ayant eu lieu dans l'enfance. On va parler maintenant des symptômes du stress post-traumatique et aussi de l'impact que ça peut avoir sur la vie des victimes. Donc du coup, c'est vrai que quand on est sous stress post-traumatique, il va y avoir la mémoire traumatique qui va être régulièrement titillée, réveillée. Notamment, même si vous êtes sous amnésie traumatique, si vous voulez en savoir plus sur l'amnésie traumatique, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder pour en savoir plus. Donc la mémoire traumatique, elle va se révéler sous forme de flashback, sous forme de cauchemar. Donc ça va être plus ou moins précis, mais souvent c'est assez fort au niveau des sens. C'est-à-dire que vous allez vraiment revivre les choses comme si ça se passait aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très violent et difficile à vivre pour les victimes. Il y a les conduites d'évitement parce que justement il va y avoir des éléments déclencheurs en fait et qui peuvent être des choses qui sont parfois qui peuvent avoir un lien minime avec le traumatisme initial. Ça peut être une odeur, ça peut être une silhouette, ça peut être une couleur, ça peut être une musique, peu importe. Et donc ces éléments déclencheurs en fait vont déclencher un sentiment de terreur, beaucoup de stress, ils peuvent déclencher aussi des flashbacks, ils peuvent déclencher des sensations, ils vont réveiller la mémoire traumatique, donc ça peut être extrêmement difficile à vivre. Et donc ça peut mener à l'évitement, c'est-à-dire qu'on va éviter toutes les choses, toutes les personnes, les situations qui vont potentiellement réveiller la mémoire traumatique. Et donc ça peut amener à un isolement parfois total des victimes à cause de ça. Il y a aussi une hypersensibilité au stress, comme le niveau, si vous voulez, de stress, il est déjà à son maximum. La moindre situation stressante fait largement dépasser dépasser le seuil de tolérance et du coup on est beaucoup plus sensible au stress en règle générale. Il peut y avoir aussi des problèmes d'insomnie, des difficultés à s'endormir, le fait aussi de se réveiller suite à des cauchemars, de ne pas réussir à se rendormir. Donc c'est vrai qu'il y a quand même souvent des problèmes d'insomnie et un sommeil qui est pas où on récupère pas, quoi. Pas une bonne qualité de sommeil. Et en fait aussi, il y a l'hypervigilance aussi qui est un symptôme très important, ce qui fait que le cerveau il se sent jamais en sécurité et du coup on va être tout le temps vigilante, on va être tout le temps sur le qui-vive
et on va être tout le temps en train d'analyser son environnement, d'analyser les personnes pour pouvoir détecter le moindre danger. Et donc ça se fait plus ou moins consciemment, mais c'est vrai que ça pompe énormément d'énergie au niveau du corps et du cerveau. Et c'est en plus, ça fait qu'on va être dans un état de stress quasi permanent. Donc c'est extrêmement épuisant, bien évidemment. Et en plus, ça va faire qu'on va analyser les choses qu'à travers ce masque d'hypervigilance, c'est-à-dire à travers le risque, à travers le danger. Et donc on va se focaliser sur toutes les petites choses qui pourraient potentiellement représenter un minimum de danger ou un début de danger. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour déclencher voilà, une vigilance totale et puis déclencher un sentiment de danger ou un sentiment de risque. Et en plus, on va avoir du coup notre esprit va se focaliser là-dessus et donc on va plutôt percevoir l'environnement, les différents environnements, les différents contextes, différentes personnes, situations, avec toujours un danger possible. Et donc là aussi, ça peut être extrêmement problématique au quotidien et dans les relations aux autres, mais aussi dans le fait de pouvoir sortir, de pouvoir faire ses courses, de pouvoir aller travailler, parce qu'on est toujours vigilant et on va repérer des détails qui sont en fait complètement... qui veulent en réalité rien dire, mais que nous, du coup, on va analyser comme potentiellement dangereux. Il peut y avoir aussi l'état dissociatif, donc ça, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, donc je vous invite à la voir. C'est très important si vous êtes concerné par ça, de connaître la dissociation et d'en parler avec un thérapeute ou un psy ou un médecin, si c'est votre cas. Donc la dissociation, c'est en fait le fait d'être complètement coupé de ses émotions, coupé de ses ressentis, de son corps. Donc c'est aussi un bloc, le cerveau, voilà, il a disjoncté au moment du traumatisme, au moment de l'agression. Et puis c'est quelque chose, surtout si vous avez vécu des violences qui vont perdurer dans le temps, un état qui peut s'installer durablement et on va vivre donc du coup avec une anesthésie émotionnelle, avec l'impression de flotter, de ne pas être totalement là, d'être spectateur, d'être spectatrice de sa propre vie. Donc c'est un sentiment qui peut être aussi un sentiment d'irréalité. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo sur la dissociation pour en savoir plus. Bien sûr, on peut aussi développer des troubles mentaux, des troubles, beaucoup de troubles anxieux aussi, des TCA, les troubles de comportement alimentaire, c'est très courant quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance ou d'inceste. Et ça peut être lié aussi au stress post-traumatique. Ça peut être aussi la phobie sociale, ça peut être différentes formes de phobie. Il peut y avoir plein de troubles anxieux qui peuvent s'ajouter du coup à ça. Puis on peut également souffrir de dépression également. Ça a des impacts du coup sur la santé parce qu'on sait qu'il y a aussi plus de risques de développer des maladies auto-immunes ou chroniques quand on a été victime de violences dans l'enfance et quand on est sous stress post-traumatique. Donc ça a un impact du coup aussi sur la santé physique. Par exemple, moi j'ai développé notamment la fibromyalgie et c'est directement dû au traumatisme vécu dans l'enfance et c'est le cas de beaucoup de victimes. Ça a un impact, ça peut aussi avoir un impact, on peut développer des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires. Il peut y avoir énormément de conséquences sur la santé des victimes tout au long de leur vie. Et après, évidemment, ça impacte à peu près tous les domaines de sa vie. Ça a un peu impacté la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie sociale. Voilà, ça a vraiment des impacts extrêmement importants et douloureux sur la vie en général, sur la qualité de vie. Donc comment guérir du stress post-traumatique, ça va être différentes thérapies qui vont jouer sur le côté cognitif et émotionnel. Donc ça peut être le MDR qui fonctionne aussi très très bien, qui va permettre de couper le côté émotionnel, le lien émotionnel avec le traumatisme que vous avez vécu. Donc en fait, le MDR c'est avec les mouvements oculaires en fait. Et ça peut aussi des fois être fait quand c'est fait à distance. Moi je l'avais fait à distance, ça peut être avec des tapotements. Donc en fait en général vous allez donc soit lire une lettre ou raconter votre traumatisme et à chaque fois que vous allez ressentir une émotion, vous allez soit le thérapeute va vous faire le mouvement oculaire ou vous allez tapoter jusqu'à temps que vous puissiez raconter cet événement sans plus rien ressentir, sans plus avoir de stress, sans plus avoir d'émotion.
Donc en gros voilà, bon, je schématise énormément mais en gros c'est comment ça se passe pour le MDR. Donc ça peut effectivement être très utile sur le stress post-traumatique. Les TCC fonctionnent bien aussi là-dessus, où là c'est pareil, on va travailler sur raconter son histoire et faire en sorte petit à petit que on se rend compte de la réalité et que cette histoire en fait elle soit moins envahissante d'un point de vue cognitif, d'un point de vue des émotions. Et puis après il peut y avoir l'hypnose, il peut y avoir l'EFT, donc c'est vrai qu'une psychothérapie ça peut aider mais je pense que c'est bien de la compléter avec vraiment quelque chose qui va vraiment jouer sur les émotions, sur le stress en lui-même et voilà, pour pouvoir détacher l'événement traumatique de tout ça pour que ça soit plus facile à vivre et que vous puissiez sortir du stress post-traumatique. Donc si vous avez fait ce travail-là ou quand vous aurez fait ce travail-là et si ensuite vous souhaitez être accompagné pour pouvoir devenir actrice de votre vie, n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur les liens en description. Quand vous cliquez sur les liens, vous avez accès à une vidéo descriptive de la formule d'accompagnement et ensuite vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour un bilan gratuit avec moi pour qu'on puisse s'assurer qu'on puisse travailler ensemble. Et puis merci de vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à liker, partager et commenter mes vidéos. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.